Oh pardon, vous êtes là. Et excusez-moi, bienvenue sur ma chaîne. Première vidéo, écoutez. euh, Excusez-moi si vous trouvez le nom un peu ronflant, hein, Master of Clint. Écoutez, j'ai un domaine de compétence qui est Clint Eastwood. Euh, Vous pouvez essayer de me coller si vous voulez, mais bon, c'est pas du bluff, hein. C'est un ami d'enfance, Clint Eastwood. Donc voilà, quoi, j'avais très envie d'en parler, de faire une chaîne thématique, bien que je ne parais pas que de ça, parce que Clint se fait vieux, à part un projet actuellement documentaire sur les animaux, il n'a pas de projet en vue. Le dernier Cry Macho, j'ai eu beaucoup de mal à le voir, et je ne sais toujours pas quoi en penser, donc j'ai fait des vidéos, je me suis entraîné dessus, Cry Macho, mais bon, c'est une souffrance d'en parler. Je vais commencer tout simplement par vous dire bienvenue dans cette capsule temporelle, hein, cette capsule de tranquillité, d'insouciance, hein. Merci Monsieur M d'avoir bousillé mon intro, hein. Donc, commencer, pourquoi? Bah, j'ai commencé par ça, vous voyez, ceci, ceci, il y a un reflet là, voilà. Clint et moi, parce que ce bouquin, c'est le dernier que j'ai lu sur Clint Eastwood. Et écoutez, après une longue série, hein. Je voulais en parler parce que il a failli répondre à une seule question, hein, qui m'intéressait, hein. Éric Libio était quelqu'un de plus vieux que moi, hein, qu'il a plus d'ancienneté, de passé avec Clint Eastwood. Ce fumier, il l'a interviewé plusieurs fois. Je vais y revenir parce que... Non, non, je peux y revenir, voilà. Avant de commencer, sachez que pour moi, il y a trois mystères chez Clint Eastwood. Il y a trois mystères pour moi qui perdurent, dont un des mystères, hein, Clint a-t-il refusé de jouer dans Il était une fois dans l'Ouest? C'était une question, bon, une des trois questions, hein, qui me taraudait, hein, des mystères personnels, on va dire, que moi, en tant que fan, enfin non, je suis plus qu'un fan, je sais pas, je suis pas fan, c'est Clint Eastwood, il m'a accompagné toute ma vie, donc c'est pas une histoire de fan. Donc qu'est-ce que je peux vous dire? Il a l'occasion en fait de poser une question à Clint, de savoir si il a refusé, Clint a bien refusé d'interpréter un des trois cow-boys dans la scène d'ouverture d'Études une fois dans l'Ouest. C'est-à-dire que Sergio Leone avait l'idée à la base, ça c'est véridique, hein, il voulait faire revenir le bon, la brute et le truand pour attendre Harmonica dans la scène de la gare, la scène d'introduction en fait. Il avait cette idée-là, de faire venir Lee Van Cleef, Lee Wallach et puis Clint Eastwood. Alors, oui, Clint a effectivement refusé de jouer. Les deux autres étaient d'accord, hein. Les deux autres acteurs étaient d'accord pour le faire. Clint a refusé parce que Clint avait déjà coupé le cordon. Ah oui, Clint, il est comme ça. Il ne voulait pas d'un espèce de strapontin. Clint. Par contre, là où il pouvait demander, parce que ça, je le savais déjà, mais est-ce que Clint a réellement refusé de rôle l'harmonica? C'est ça qui m'intéressait, moi. Il avait l'occasion de lui demander, est-ce que Clint a refusé de jouer avec Henry Fonda? Ce qui, moi, me perturbe là-dedans, c'est que Henry Fonda est un acteur que Clint aime beaucoup. Il aime beaucoup ses choix de carrière. Il a un film fétiche, Clint. Il a un film de chevet, Clint. C'est The Oxbow Incident. C'est l'étrange incident, que je pourrais dire un étrange film, un étrange western. Un faux western. Un film qui est un contre-western. Une étude de caractère, hein, qui explique que comment des gens, on va dire comme vous et moi, peuvent se transformer en miliciens, en meute. On s'interroge sur le sort de ces gens qui poursuivent des gens et qui veulent les tuer sans procès. Ce film-là est particulier, il fait beaucoup penser à un film que j'aime beaucoup, hein, un classique découvert par hasard un jour aussi, 12 hommes en colère, avec encore Henry Fonda pour le coup. Il est un peu à ce qu'est 12 hommes en colère au film du procès, bah, c'est un peu ce qu'est le western avec ce film. Un peu comme fera Clint avec Impitoyable, hein. Donc pourquoi Clint aurait refusé de jouer? C'est hallucinant de ne pas avoir posé cette question-là. Éric Libio, t'aurais pu poser la bonne question, merde, c'est pas ça que je voulais savoir. Je sais très bien, enfin, ceux qui s'intéressent à la question, à l'énergumène, hein, à lui là, hein, à lui, je sais très bien que Sergio Leone est venu mimer. Il ne m'a pas envoyé de scénario. Il m'a invité chez lui, où j'ai passé tout un après-midi, et il m'a raconté le film, plan par plan, même en faisant la musique. Une des séquences de Était une fois dans
dans la cuisine de Clint ou de sa grand-mère, je sais plus. Il est venu mimer. Clint, ça l'a saoulé parce que Sergio Leone a mimé donc cette séquence d'intro qui devait être très très longue, et donc ça l'a saoulé. Mais est-ce que c'est vraiment cette scène d'intro qu'il a mimé ou c'est le rôle? Ça, on ne saura jamais maintenant. Il n'aime pas Firefox. C'est pas son pire film, Firefox. Moi, j'aime bien ce film, Firefox. Pourquoi il trouverait ça ridicule? Il dit que Firefox est ridicule. Alors, Eric Libio, je suis pas d'accord avec toi. Voilà. Excuse-moi. Tout ce que je voulais savoir, moi, c'était si Clint avait refusé de jouer avec Henry Fonda. Eh ben, lui, il a failli répondre. Il a posé une question à laquelle je connaissais déjà la réponse. Et franchement, ça m'a saoulé. Voilà. Excusez-moi, je suis pas là pour emporter, mais bon, quand un monsieur a l'idée de d'avoir une réponse précise sur un truc précis et qu'il a le sujet qui peut lui répondre directement et qu'on n'a pas la réponse, il répond à côté, alors, la question était mal posée, donc voilà, ça m'a. Donc, je crois qu'il a assisté à cette prise de vue, Éric Libio. S'il m'entend, tu confirmes, hein? Je le conseille malgré tout, hein, intéressant, mais bon, c'est simple, c'est son point de vue. Clint et moi. Parce qu'effectivement, c'est lui et son Clint. Et moi, j'ai mon Clint. Et tout le monde a son Clint. Et c'est ça le problème, c'est que quand j'ai grandi, en me rendant compte que le Clint, il n'était pas qu'à moi, eh ben, j'ai un peu coupé, pas beaucoup, hein, de loin, voilà, j'ai un peu coupé, pas les ponts, parce que j'échange pas des mails avec lui, hein, mais j'ai quand même vu tous ces films au cinéma, hein, à part si Cry Macho au cinéma, La Mule, et puis bien sûr, Grand Torino, hein, j'ai tous vu au cinéma. J'ai pas été voir Une Nouvelle Chance, que j'aime aussi d'ailleurs, mais j'ai pas été voir certains, parce que voilà, j'avais un peu coupé le cordon, et là j'y reviens parce que pour moi maintenant c'est de la culture, Clint. C'est un truc qui est digéré, voilà, qui est dans mon esprit, qui a bien sa place. Voilà, il n'a jamais été à la mode ni hors mode, il est toujours là. Il va partir sans avoir été un has-been. Voilà, ça c'est beau. Voilà. Alors pour les deux autres mystères qui me pose Clint, sur lesquels je fantasme, c'est comment Sergio Leone a obtenu la bobine de Rawhide qui lui a permis de le recruter, de le caster. Voilà. Donc ça, je le pose. Oui, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que Clint a donc été recruté par Leone dans par rapport à une bobine de pellicule, bien sûr. À l'époque, il n'y avait pas de cassette vidéo, hein. Donc, Leone s'est fait diffuser l'épisode Le Mouton Noir. Euh, je crois que c'est la saison 4, l'épisode 7 de la saison 4. Mouton Noir, traduit aussi par la brebis galeuse, au choix. Dans ce film, il voit Clint qui marche plus ou moins comme un chat, d'une façon nonchalante, il en a beaucoup parlé, et donc c'est ce qui a fait que il a tilté dessus. Voilà, Clint était moins cher que beaucoup d'acteurs américains plus connus, enfin qui étaient des stars, hein, voilà. Je crois que ça a été refusé par Fonda, hein, et puis par d'autres acteurs connus, hein, même James Coburn. Quand Clint a signé pour Ride, la série, ben, il a poussé un hurlement de joie. Je vois cette scène dans un train, et il a la réponse par télégramme, je crois. Et puis télégramme papier, hein, pas télégramme l'application, hein, les jeunes. Devenir un acteur télévision, pour lui qui végétait, même s'il avait fait un western qui n'a pas marché, hein, Le Cri de guerre des Apaches, hein, donc c'était pour lui miraculeux. Seulement 4 ans après, quand il voit que la série végète et que lui, il se retrouve avec son rôle de Roddy Yates, qu'il appelle affectueusement l'idiot des plaines, bah, qu'il voit que c'est une voie de garage, même si il a quand même beaucoup appris, hein, il a vu beaucoup défiler d'acteurs connus, hein, plus connus que lui, hein, en second rôle. C'était des séries anthologiques, on va dire, où le casting restait en place, mais le décor changeait tout le temps. Il faut bien comprendre que Roddy Yates, c'est un boulet, donc. Hmm. Et donc, ce qu'il voit dans le scénar de Léon, Clint, bah, c'est une espèce d'exutoire. Clint fera des choses jubilatoires. Une fois qu'il est recruté, Clint reçoit le scénario, il voit Yojimbo, le garde du corps, un film de Kurosawa qu'il a connu. Il s'est toujours dit, en fait, putain, cette histoire de Yojimbo a fait un bon western. Et il voit cet Italien inconnu qui débarque avec le scénario de Yojimbo en version western. Pour lui, c'était miraculeux. Donc, il a eu l'occasion, en fait, de co-créer presque le personnage de l'homme sans nom. Enfin, l'homme sans nom pour les Américains, c'est quand même Joe dans la version originale ou française. Donc, il a un nom. Et donc, faut pas écouter ce que disent les Américains d'ailleurs, hein, ils disent beaucoup de conneries, hein.
Donc voilà, Joe, bah, il a écrit le dialogue et puis voilà, il a rendu encore plus Joe encore plus, ambivalent qu'il l'était à la base, voilà. Donc ce qui fait que voilà, cette histoire de casting, bah, m'a toujours perturbé et puis que, encore aujourd'hui, je ne saurais vraiment pas vraiment quelle est la réponse. Voilà, comment, Sergio Leone a pu, tomber sur cette bobine de film? Est-ce que c'est grâce à sa femme, à Clint Eastwood? Margaret avec, Ruth Marsh, son attaché de presse, qui a voulu, proposer à Clint on va dire un tournage estival et donc qui a envoyé, à un agent italien, cette bobine pour, la proposer à Sergio Leone? Ou est-ce que c'est grâce tout simplement à des oui-dire, d'acteurs qui bossent en Italie, hein, Richard Harrison et entre autres? Je n'ai pas la réponse et ça m'énerve toujours autant aujourd'hui, voilà. Et enfin, troisième mystère, Buddy Van Horn. Buddy Van Horn, directeur de seconde équipe sur Magnum Force, sûrement un coordinateur des cascades à cette époque. Je m'interroge beaucoup parce que, comment dire, le mec, est-ce qu'il a des velléités techniques, enfin des velléités artistiques? Non, ce mystère de Buddy Van Horn, hein, qui dans toute sa vie fera seulement 3 films avec Clint et rien d'autre. Si le gars avait été talentueux, enfin pas talentueux, si le gars avait eu envie d'être un artiste dans l'audiovisuel, il aurait fait plus de choses. Alors, Clint, j'aurais bien voulu que tu me dises un jour, est-ce que c'est un prête-nom? Est-ce que tu as signé ces 3 films toi-même, mais tu as dit à ton pote, bah écoute, j'ai un peu, un peu honte de ces films-là, donc tu vas mettre ton nom dessus, hein? Donc, ceux qui cherchent, hein, Buddy Van Horn, qu'on voit parfois dans les petits rôles de figurants, mais qui est surtout la doublure corps de Clint. Et donc, bah, pour moi, c'est un mystère. Voilà. La bobine de Rawhide, Buddy Van Horn, et a-t-il refusé de jouer avec Henry Fonda dans Était une fois dans l'Ouest? Ça m'a toujours énervé de ne pas savoir. Parce que Clint, ce qu'il faut savoir, c'est que après les années 60, on va dire de 70 à 90, on va dire, grosso modo, pendant 20 ans, ça a été un îlot. Il n'a pas joué donc Henry Fonda, il ne jouera pas non plus avec John Wayne, Clint, il ne jouera pas donc avec Steve McQueen, Robert Redford, Paul Newman, De Niro, Al Pacino, Schwarzenegger, Stallone. Clint ne jouera quasiment avec personne. Il n'y a qu'une seule exception, c'est Ole Flingue. Ole Flingue avec Burt Reynolds, qui est un bide, puis un film qui est, pour le coup, là, j'aime pas trop, parce que franchement, à part la scène d'intro, je me fais fièche dans ce film. Bref, voilà. C'est une espèce de franc-tireur, une espèce de... pas un paria, hein, mais c'est une espèce de truc étrange chez Clint. Il est assez isolé. À ma grande surprise, c'est l'inverse qu'il va faire après. Il va croiser donc Meryl Streep, Morgan Freeman, Gene Hackman, Kevin Costner, John Malkovich. C'est l'inverse qu'il fera après. Pourquoi il l'a pas fait avant? Alors Clint Eastwood, pour moi, ça a commencé quand j'étais gamin, bien sûr. L'âge que j'ai, je n'en sais rien. Tout ce que je peux vous dire, c'est que ça se passe la nuit, je suis tout seul. D'ailleurs, je vais faire une petite parenthèse. Quand vous êtes un enfant et que vous êtes issu d'une famille monoparentale ou dysfonctionnelle, hein, ben vous avez une propension à tomber dans les héros refuges et à fantasmer sur eux. Comme la plupart des hommes qui n'ont pas connu le leur, Bill collectionnait les paires de substitution. Je ne sais pas si aujourd'hui on peut encore admirer des acteurs comme à l'époque on a pu le faire. Parce qu'à l'époque, les acteurs étaient diffusés de façon parcimonique. Il y avait quoi, 3 chaînes? On pouvait pas, si on n'enregistrait pas le truc, si on n'avait pas de scope, on pouvait pas les revoir, hein. Donc c'était même dur d'avoir une filmographie. Il n'y avait pas Wikipédia hein, à l'époque, il n'y avait pas de net, hein, donc c'était dur de trouver la liste des films, déjà rien que ça, quoi. Donc on fantasmait beaucoup sur les acteurs qu'on voyait, ou les actrices qu'on voyait, quoi. Je reviens donc à ma rencontre avec Clint, c'était il me semble, pendant les fêtes. Donc j'étais seul, ma mère était partie se coucher, c'était le réveillon, soit le 25, soit le 31, je ne pourrais vous le dire. Et donc, pour moi, il est entre 23 h et 1 h du matin, et j'allume la télé et je vois ça.
dans ce film, je vois donc un acteur qui ne parle pas, Terminator avant l'heure, qui flingue des nazis à la pelle, ce qui est aussi particulièrement jouissif. Il y a une superbe séquence de téléphérique. Et là, donc, j'ai un flash sur cet acteur qui parle pas, ou très peu. Il continue de capitaliser en fait sur ce rôle de taiseux qui permet d'être plus mystérieux, d'être plus ambivalent, d'être plus mythologique, on va dire. Hein. James Cameron n'a rien inventé en inventant un mec qui parle pas et qui bute tout le monde. Hein. Dans ce film, Clint est Terminator presque. Hein. C'est hallucinant quoi. Hein. Ce qui est marrant, c'est que quand on voit les Dirty Harry avec ses lunettes de soleil, il fait vraiment aussi Terminator, quoi, pour le coup. Donc je découvre ce film, et donc suite à ça, je sais pas l'âge que j'ai, hein, je me rappelle même plus tellement c'est vieux, et donc je me dis, mais c'est qui ce mec? Arrive en fait la première fois où je vois dans un magazine la possibilité de voir une biographie, et j'attends frénétiquement le premier bouquin de Clint Eastwood, sur Clint Eastwood. Voilà, c'est celui-ci, avec de Noël Simsolo, hein, que j'ai appris plus tard, était un super pote de Sergio Leone, avec qui il avait des discussions en français, bien sûr. Ben, je ne saurais que vous conseiller, en fait, le bouquin de Noël Simsolo, hein, pas celui-ci, mais celui où il a d'entretien avec Sergio Leone, qui est passionnant, que je connais par cœur, que j'ai lu plein de fois. Dans ce bouquin, que j'ai attendu pendant 2 mois, à l'époque, la Poste, c'était vraiment quelque chose, et ben je découvre donc la filmographie de Clint Eastwood, tous les films, ce qui me permet, c'est la première fois que je vois toute la liste de films. Bon, à l'époque, les films, ils s'arrêtent en 90, donc vous voyez, ça date, hein. Ils s'arrêtent à Chasseur blanc, cœur noir. Je me précipite donc juste après au vidéoclub, et là, je découvre beaucoup de films, certains méconnus encore aujourd'hui, hein, La Sanction, hein, The Higher Sanction, mais quasiment tous, je vais pouvoir les découvrir Impression dans la nuit, hein, ça, pareil, c'est des découvertes. Ce bouquin a été le premier d'une longue série. Dans le désordre, pour vous montrer que c'est pas du chiquet quand même, hein, je peux vous montrer en fait voilà, tous les bouquins que j'ai pu récolter au cours de ma vie, hein, c'est ça, voilà. Grosso modo, pour pas faire de mytho, hein. Dans le désordre, hein, voilà, dans le désordre, il y a Clint Eastwood, machin. Celui-là, il est très bien parce que il y a les gains. Détail, il y a les gains, il y a les budgets et les gains du film mondiaux, quoi. C'est pas tous les bouquins qui indiquent ça. Donc voilà. Donc, et puis il y a aussi les cadeaux en plus du salaire. C'est-à-dire on apprend qu'il a eu beaucoup de Ferrari, Clint, beaucoup de voitures, en échange de paiement. Voilà, hein. Donc un sacré pataquès de bouquin qui ne s'arrête pas, hein, vous voyez, c'est voilà. Sympa le Clint. Sympa le Clint. Comment on peut accumuler autant de bouquins sur quelqu'un? Ça me paraît ubuesque. Voilà, donc là, c'est ces 2 biographies par moments contradictoires. Quand même, je les conseille, hein. J'ai 2 pavés que j'ai lus plusieurs fois. Bah, quand on aime, on ne compte pas, hein. Puis un bon livre, c'est comme un bon film, hein. Ça se relit, ça se revisionne, hein. Donc c'est toujours pareil, hein. J'adore. Et d'ailleurs, ce qui est rigolo, c'est que je suis aussi fan de Stanley Kubrick. Enfin, j'ai été fan pendant longtemps. Et dans ce bouquin, on apprend que Clint est allergique aux poils de chat. Et ça, j'adore. Quand vous lisez une biographie, et que par incidence, on parle de quelqu'un que vous aimez, et là, c'était le cas, parce que là, je voulais lire sur Kubrick, en fait, j'apprends dans ce bouquin, hein, que Clint a voulu se rendre donc en Angleterre, donc à la maison aller voir Kubrick. Et puis avec tous les chats qu'il a vus, il a dit bah, je laisse tomber, je me casse. Enfin, je sais pas, c'est un peu comme Moki qui a vécu avec Clint. On ne sait pas d'où il tire ses infos, quoi, le gars. Ouais, Moki, hein, quand on écoute, il a hébergé Clint et sa fille. Hein. Clint, en fait, c'était un peintre au départ. Je me suis occupé de la petite Alison, qui était toute petite d'abord, puis quand elle venait à Paris, c'était moi qui m'en occupais, voilà. Ça, c'est bizarre, le Moki, là, il est ubuesque aussi, il est facétieux. Je termine avec celui-ci, voilà, hein, ça fait quand même pas mal, hein. Voilà, celui-ci, voilà, pas croyable. Des petits aussi, des petits, voilà, hein, vraiment les premiers. Et celui-ci que j'adore. Je peux vous lire un truc?
Allez, je vais vous lire un petit truc, tiens, un petit passage, tiens. Et alors, les mecs qui prennent ce gars-là pour un réac, je sais pas quoi vous dire, hein, ce mec-là, c'est pas John Wayne, hein, ni Charlton Heston, hein, c'est vraiment un gars qui est paisible. Même s'il montre des films où il ne l'est pas, c'est un mec en osmose avec la nature. Spécial dédicace pour Karim Dridi qui n'aime pas Clint, qui l'a insulté, un metteur en scène français qui l'a insulté il y a des années. Personnellement, je suis partisan de l'interdiction de la vente des armes à feu. Mais il faut bien se rendre compte que jamais personne aux États-Unis n'acceptera qu'une pareille loi soit édictée. Hein, je vais répéter pour ceux qui n'ont pas entendu. Hein. Personnellement, je suis partisan de l'interdiction de la vente des armes à feu, mais il faut bien se rendre compte que jamais personne aux États-Unis n'acceptera qu'une pareille loi soit édictée. 1980. Alors, ne me faites pas croire. Hein. D'accord, la violence, c'est très cinématographique, mais c'est pas ce que pense Clint dans la vie. Les affiches, ouais, Kill His Heroes, voilà, de l'or pour les braves. Et voilà, il y a tout. Et j'aurais préféré, alors ça c'est pour l'auteur, hein, pourquoi ne pas avoir traduit les affiches des titres des films étrangers? On a des films qui ont des titres différents à l'étranger, ce qui est sympa, hein, comme chez nous d'ailleurs. Je vous signale que le maître de guerre, c'est pas War Master en français, hein, ça n'a rien à voir, hein, c'est Heartbreak Ridge, hein, donc, ou la colline crève-cœur. Donc voilà, vous voyez, par exemple là, on a des titres de films, et ben on aurait bien voulu avoir la traduction de comment les films sont perçus à l'étranger. Ben ça y est pas. Ah ça, je trouve que c'est une erreur, enfin, c'est un manque, parce que ça fait un peu, ok, avoir les affiches, c'est sympa, hein, vous voyez, l'affiche japonaise de d'Où dur et dingue, ça va cogner, hein, l'un ou l'autre. Donc j'aurais adoré savoir comment ces films-là sont appelés à l'étranger. Ça aurait été marrant. Bah non, mais ça aurait été plus ludique. J'adore ces deux photos. Celle-ci, je l'appelle le canon dans l'œil. J'adore. C'est ce flingue qui vous tape dans la tête. Et l'autre aussi sympa, quoi. Voilà. Comment les films sont perçus à l'étranger, bah, malheureusement, bah, ça y est pas, quoi. Donc voilà, je terminerai donc avec... je terminerai ma séquence revue de presse avec ce que j'ai accumulé moi-même quand j'étais plus jeune. Alors ça, j'ai commencé très jeune, hein, que ça passe dans Télé Loisirs à l'époque, les cahiers du cinéma. Bah vous voyez, je me suis amusé à l'époque à tout découper ce que je pouvais. Hein, c'était une addiction, Clint, hein, à l'époque. Hein. Je me suis calmé dans les années 2000. Cahiers du cinéma, ça c'est, je reconnais. Voilà, Pell Rider. Hein. Voilà, donc ouais, c'est une passion qui m'a calmé. J'ai arrêté ça, j'ai arrêté de découper. Hein. Mais j'ai tout gardé parce que, bien sûr, c'est important de montrer qu'il y a du cinéma encore. Montrer, même si je suis pas un pur et dur, hein, mais voilà, c'est sympa de dire que toute mon enfance, mon adolescence, je l'ai passé à découper hein, des choses sur lui qui, voilà. Je ne ferai pas un truc du style la bio complète de Clint. Ce qui m'intéresse, moi, c'est la façon sensorielle de Clint. Voilà, ce qui représente de façon personnelle, en tout cas, et sensorielle. C'est, je parlerai souvent sur certains de ses films, d'extraits de ses films. Vu que je ne serai pas dans la mode de faire des sorties de films actuels, peut-être que j'irai voir des films, mais par contre, en parler après, c'est pas le but de ma chaîne. Hein. C'est vraiment Clint et puis tout ce qui est un peu autour de Clint, voire même rien à voir avec Clint. Hein. Bah, par exemple, je vais parler de Prey, parce que ça résonne avec Predator. Quand, à l'époque, on n'avait rien fantasmé, on n'avait rien, on avait des affiches, des revues. À l'époque de quand les attaques attaquent, quand j'ai vu le film la première fois, il n'y avait rien. Il n'y avait rien de rien, quoi. Je pourrais même pas vous dire, en plus, c'était la nuit, mais c'était un super Noël. Enfin, c'était un super réveillon, tout seul devant la télé, avec Clint. C'était vraiment génial. Voilà, Kevin Costner, machin, bidule, un monde parfait. Je sais pas si c'est dans l'ordre. Je pense que c'est dans l'ordre. Je ne saurais pas vous le dire. Là, on est dans donc, un monde parfait. Non, c'est pas dans l'ordre, parce que là, vous voyez un peu de tout. Ils font des bilans régulièrement. Voilà, voilà, voilà.
Ah ouais, bon, là, je termine avec ce héros de Madison. Ça veut dire que je suis pas loin de la fin. C'est l'époque où j'ai arrêté de découper. Voilà. Voilà, voilà. Cette photo. C'est mon fond d'écran, toujours aujourd'hui. J'adore cette photo, c'est ma photo fétiche. C'est donc le tournage de Pour une poignée de dollars, donc le premier film de Clint en Italie. Imaginez cette photo, vous avez quoi? Vous avez une équipe technique, vous avez un homme près de Clint, c'est donc Sergio Leone. Ils savent ce qu'ils font sur le moment, mais ils savent pas du tout ce que ça va devenir. Et imaginez que vous allez rentrer dans l'histoire du cinéma avec ce film-là. Donc vous avez donc la création de 2 mythes, et je dirais même de 3, hein, parce que là, en l'occurrence, on voit Clint et Sergio Leone, donc on a l'image pour l'image, quoi. Mais pour le son, bah oui, il y a 3 mythes, il y a Ennio Morricone. Donc j'ai rêvé dessus, ouais, c'était une photo magique. Je l'ai fait agrandir, mais je l'avais à l'époque découpé dans un bouquin que j'avais pris à la bibliothèque. Faut pas le faire, c'est pas bien. Sur la rue de Madison, voilà, c'est l'époque où j'ai arrêté plus ou moins de découper. Ça, c'est du télépoche, c'est tellement petit. Puis j'avais fait une filmographie, voilà, personnelle à l'époque. Ça, c'est vieux, ça aussi, hein, qui s'arrête en 97 d'ailleurs. Donc voilà, Clint et moi, c'était pour vous dire que Clint, quand on y réfléchit, c'est plus ou moins le premier anti-héros, on va dire. On peut considérer qu'il était très fan de James Cagney. Il y a une scène qui résonne un petit peu où James Cagney aussi a un flingue et machoue son casse-dalle. Ça résonne beaucoup avec la scène qu'on voit dans le documentaire justement qui est passé sur Arte, où on voit Clint mâchouiller son sandwich en sortant dans la rue puis en flinguant les mecs qui sortent de la banque. J'adore cette scène aussi, il faudra que je fasse une vidéo dessus. Deux scènes, je crois deux scènes sur l'inspecteur Harry, hein, Dirty Harry. Et donc, si on croise, par exemple, cette gueule d'un peu teigneuse de James Cagney, et qu'on le mélange avec Jean-Pierre Bacry. C'est ça, c'est ça. Garde ton baratin pour demain. Tu vas en avoir besoin. Il est pas con, lui. Pour l'humeur. Et Laurent Baffy. Mais je suis très poli. Je m'en bats les couilles. Oh, c'est pas vrai, ça. Quel enculé, celui-là. Et il est où, le numéro? Pour l'humour, ou on va dire, les répliques what the fuck ou qui sortent un peu de nulle part. On va dire un peu Je vous écoute. Vous écoutez quoi? Votre rapport, qu'avez-vous fait? Eh bien, je viens de passer 3/4 d'heure devant votre porte, assis sur mon cul, à attendre que vous donniez vous décider. Ah oui, qui vont contre la bienséance, on va dire. Hein, voilà, ces répliques cultes de Clint Eastwood. Eh ben, si on mélange donc James Cagney avec Bacri pour l'humeur et Baffy pour certaines sorties, eh ben franchement, on a Clint Eastwood. Et je ne saurais qu'en conseiller, en fait, le premier film de Clint, hein, Embauche à Zimmernpass, que j'ai mis très très longtemps à pouvoir voir. C'est le premier film de Clint, et c'est le dernier film qui a été visible en France. Disponible en Blu-ray et en DVD. Le cri de guerre des Apaches. Super le titre. Moi je connaissais le titre anglais, hein, Embauche à Zimmernpass. Donc non doublé, hein, directement en version sous-titrée français, hein, mais avec une superbe image, ce qui va en contradiction totale avec la version que Clint a vue au cinéma. Ce qu'il faut savoir, c'est que Clint a donc, pendant les années 55-56, était affilié à des rôles de figurants qui le faisaient chier. Par contrat, il va faire ses films peut-être en tant que figurant. C'était avant les films de Léon, hein, ça. Hein. Et donc, je crois que c'est en 58, il me semble, et 57. Il va voir le film avec sa femme. Imaginez qu'il voit le film et il a fait ça. Comme ça, s'enfoncer dans sa truc, parce qu'il trouvait l'image trop sombre, et il trouvait que le directeur photo avait fait des conneries, enfin bon, c'était trop... les contrastes étaient pourris. Alors, ça n'a rien à voir avec ce film, qui se regarde tout seul. Clint, malgré tout charismatique, hein, pas encore dans le rôle mythologique de Thésée, et c'est pour ça que c'est marrant, parce que c'est avant la création de son personnage d'anti-héros, quoi. C'est hyper sympa de pouvoir le voir enfin en 2022, hein, disponible pour la première fois. C'est plus qu'une curiosité, c'est vraiment un truc pour l'histoire de Clint, c'est hyper important, hein, il n'est pas si mauvais que ça. Clint a sûrement vu une mauvaise copie au cinéma, et ce qui fait que à revoir de façon plus positive. Voilà.
Les deux, Sergio Leone et puis Clint, sont indissociables. Hein. Leur début, qui a rendu l'autre célèbre? Impossible de savoir. Ce que je peux vous dire, c'est que Clint a eu le génie en fait de réécrire des dialogues pour une poignée de dollars pour rendre son rôle plus mythologique. Leone voulait déjà en faire un rôle mythologique. Ça a accentué l'ambivalence du personnage. C'est-à-dire que quand on voit le personnage de Clint, même pendant plusieurs films, hein, est-ce qu'on peut s'identifier à lui? Non. Même si on n'est pas toujours d'accord avec ce qu'il fait, bah, on l'admire. Clint ne nous sert pas la soupe. On se dit, mais qui c'est ce mec? Qu'est-ce qu'il pense? On ne sait pas ce qu'il pense, on ne sait pas ce qu'il va faire, ce qu'il pense. On ne sait pas si c'est un enfoiré ou si c'est vraiment un bon gars. Il y a un mystère qui, en fait, a renvoyé tous les acteurs de sa génération, enfin les plus vieux, les John Wayne, les James Stewart et compagnie, ils a renvoyé à l'époque ancienne, quoi. Hein. Lui, il est arrivé avec un nouveau pattern, quoi. Je veux dire, il a inventé quelque chose. En inventant ce rôle de mec désagréable, il a inventé quelque chose qui n'existait pas. Quand on voit Butcher dans The Boys, c'est un petit enfant de Clint Eastwood. C'était vraiment les mêmes mimiques, le même phrasé, la même gueule désagréable, c'est exactement pareil. Donc il y a eu beaucoup de rôles où on voit du Clint, mais le premier qui l'a inventé, c'est Clint. Mais oui, ma baguette magique aussi, il faut que je la secoue. Quand il a réécrit avec Dan Siegel, il a réécrit Un shérif à New York, Kogan's Bluff. Clint a dit un jour, moi je veux faire un rôle de connard, pas le connard, le connard héroïque. C'est-à-dire que le mec un peu bouseux, un peu désagréable, mais quand même avec un fond de, voilà, je vais dire bienveillance, je ne sais pas. Mais voilà, charismatique, le connard charismatique. Voilà, et c'est vrai que quand on revoit certains films, il est désagréable, Clint. Ces personnages sont désagréables, mais c'est parfait pour lui. Il aurait pu s'inventer des rôles de mecs lisses, tout beau, mignon et tout. Peut-être que ça aurait marché, mais ce qu'il a inventé au cinéma, ce personnage de gars bourru, et puis pince sans rire des fois, Clint ne rit pas beaucoup au cinéma. Hein. Pour la prochaine affaire de ce genre, faites appel exclusivement à vos compatriotes. J'essaierai, lieutenant. Ce film est une exception, c'est-à-dire que Clint a fait qu'une seule découverte dans sa carrière, celle de Michael Cimino. C'est-à-dire que, imaginez que Thunderbolt and Lightfoot, c'est un film, c'est donc Le Canardeur, hein, titre très pourri en français. Hein. Pas de généralité, hein, les titres français peuvent être parfois très beaux, hein, c'est pas la question. Mais en l'occurrence, là, Le Canardeur, c'est nul. Voilà, parce qu'il a un canon pour enfoncer des coffres-forts. C'est un peu court. Là, c'est vraiment un buddy movie, c'est un duo, voilà. Un film de bande, une bande, et c'est rare de voir Clint dans une bande. Et en partant tourner donc Thunderbolt à Lightfoot, Clint a décliné un film avec Don Siegel, Tuer Charlie Varick. Voilà, Tuer Charlie Varick. Je dirais à raison. Les deux films se tiennent, hein, ils sont très bons, hein, pour le coup. Thunderbolt et Lightfoot est peut-être son meilleur film réalisé par un metteur en scène différent de lui-même. Hormis Leone, on ne le compte pas, c'est le premier, c'est la découverte, c'est le hasard. Après, Clint a fait ses choix. On peut pas dire que Clint ait beaucoup découvert de talent, mais là, en l'occurrence, il a fait bingo. Michael Cimino avait un peu bossé sur un film, et puis il avait des très bons conseils au niveau scénaristique. Donc il lui a fait confiance comme ça. C'est la seule fois où c'est arrivé, il n'y en aura pas d'autre. Michael Cimino, en fait, c'est la seule fois où Clint a enfanté une carrière. Qu'il a mis au monde quelqu'un qui venait avec un scénario, tout prêt, qui n'avait aucune expérience du cinéma. Je te produis ton film, ouais, vas-y, je te produis. Tu fais tout. Tu as écrit, tu réalises, tu fais tout. C'est l'inverse qui s'est passé pour d'autres fois où Clint a viré des gens. En l'occurrence, je pense à mon film préféré de Clint, hein, Josie Wells sur la loi, The Outlaw Josie Wells. Cet élixir vaut $1 le flacon. Il fait merveille sur les blessures. Il fait merveille sur à peu près tout ce qui cloche. Ce qu'il enlève les taches. For the fourth time, I realized that it belongs with the great westerns, the great westerns of Ford and Hawks and people like that. And I take off my hat. Oh, merci Orson, merci Orson, merci Orson. Je me permets d'interrompre ce film parce qu'on se fout un peu de ma gueule. C'est du vol et du plagiat. Clint Eastwood is the most underrated director in the world today. Avec cette manie de ne pas se mélanger, Clint ça a accentué en fait son isolement par rapport aux critiques américains. Clint, à l'époque, a beau être une star mondiale, une star du cinéma américain, il est quand même conspué. Les gens font passer pour un réac, un bouseux, un peu comme ces personnages le décrivent. Hein. Faut attendre Pell Rider à Cannes pour que
les Américains qui prennent Clint pour quelqu'un un peu trop brut de décoffrage. C'est à ce moment-là que les Américains vont faire un espèce de bilan sur sa carrière, et puis avec ses cheveux blancs venant, vont revenir un peu le réévaluer à sa juste valeur. Un basculement de comportement vis-à-vis de Clint juste après Cannes en 85, où il sera fréquentable, Clint. Il n'a pas encore fait impitoyable pourtant. Donc merci quand même à nos critiques français, hein, vive nous. Voilà donc ce que je pouvais dire sur Clint. J'espère que cette introduction à ma chaîne vous a plu. Et je conclurai par, si ça vous a plu. Ici 45-17, bien reçu, terminé. Vas-y, allez, fais-moi plaisir. Si vous voulez que ma chaîne continue, il faut qu'elle soit référencée. Donc un like, un partage, ou faites ce que vous voulez, je m'en fous. Mais c'est pour moi, sinon je vais rester coincé ici, là. Vous voulez pas qu'on me voie, merde? Allez-y. Faites ma journée. Abonnez-vous à ma chaîne. Vous avez vu le truc? Parce que faites ma journée, c'est make my day. Voilà. Merci à vous. Écoutez, j'espère qu'on se reverra bientôt pour notre prochaine vidéo. Au revoir.